Donc, le contexte de ce webinaire, c'est Digital is Future. Donc, Digital is Future, c'est une programmation initiée par Digital 113, mais il y a plus d'un an maintenant, qui a pour objectif de traiter de la transformation numérique des filières ou de l'innovation numérique pour certaines filières. Nous sommes en pleine saison sur l'énergie actuellement et donc nous avons mis en place tout un certain nombre de formats pour comprendre la filière énergie, comprendre le champ des possibles via l'outil numérique. Donc, on s'est entouré évidemment de partenaires pour faire ça parce que on n'est pas des spécialistes de toutes les filières, évidemment. Et puis, lors de différentes réunions de pilotage, le sujet sur l'agriculture est beaucoup revenu, notamment donc l'agrivoltaïsme et la méthanisation. C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler nos copains d'Agri-Sud-Ouest Innovation pour voir s'il était envisageable de travailler ensemble pour faire un webinaire sur ces sujets-là. Et donc, on a eu l'opportunité et la mise en relation avec deux jolies structures, donc Amarenco et M-Cube, pour parler de ces sujets-là. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous accueillir sur ce webinaire. Je vais laisser la parole quelques minutes à Pierre Compère d'Agri-Sud-Ouest Innovation aussi pour compléter cette introduction. Et puis après, on va aller dans le vif du sujet. Je laisserai nos intervenants du jour se présenter. Merci Mathilde. Quand Digital 113 nous demande de lui filer un coup de main, la plupart du temps, on dit banco, dans la mesure où on est des partenaires réguliers d'opérations majeures, comme ça a été par le passé sur la première saison de Digital is Future. On a eu le privilège d'être la première filière concernée, l'agriculture. Quelques mots sur Agri-Sud-Ouest Innovation. On est un pôle de compétitivité, c'est-à-dire une association reconnue par l'État et les régions, en l'occurrence l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, comme un moteur de l'écosystème d'innovation. Et on concentre, on fédère des entreprises, de la start-up au grand groupe en passant par l'investisseur et la banque, des centres de recherche, de formation technique, des plateformes technologiques, des universités et autres écoles d'ingénieurs, des collectivités locales et enfin d'autres associations et acteurs du développement économique. Et notre mission, c'est de faire pousser l'innovation dans les territoires pour ensemble nourrir la valeur des agrochaînes. Au-delà de ce slogan, une vraie volonté d'accompagner l'émergence et la concrétisation de projets innovants pour stimuler le développement économique des entreprises et des territoires. Et donc, on a été ravis de pouvoir faciliter la mise en relation avec deux de nos adhérents, Amarenco et M-Cube, deux spécialistes des enjeux énergétiques appliqués à l'agriculture et qui pourront nous expliquer quels sont leurs enjeux ou quelle est leur vision des enjeux énergétiques pour l'agriculture, qui est un secteur à la fois consommateur mais donc producteur d'énergie. C'est sur ce deuxième volet qu'on va se pencher aujourd'hui. Et puis de voir, j'imagine, si le numérique peut aider au pilotage de cette production et voire de l'autoconsommation de l'énergie produite sur les exploitations. Je me réjouis d'écouter tout ça. Merci Pierre. Et bien, je vais laisser la main du coup à, je crois, à Antoine qui commence pour Amarenco. Et puis donc, on t'écoute Antoine. C'est ça. Bonjour à tous. Merci pour ce moment. Donc moi, je vais vous présenter Amarenco, je vais vous partager des petits slides et principalement, après, on va un peu se pencher sur la partie, donc, en ce qui me concerne, gestion des actifs, et ensuite, dans un second temps, avec Richard, mon collègue, sur la partie agrivoltaïsme. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Ok, super. Donc un peu de contexte tout d'abord. Amarenco France donc, a commencé par la création du groupe Carré en 2008. La photo, c'est nos bureaux dans le Tarn. En 2016, donc, il y a eu la création d'Amarenco France, telle qu'on connaît aujourd'hui. En 2019, Amarenco est à la présidence du groupe de travail AgriPV de Solar Power Europe. On aura l'occasion d'y revenir dans la présentation. En 2020, on a été élu par les Échos champion de la croissance. Nos objectifs 2022 sont 700 mégawatts en opération. Si vous avez des questions, on reviendra plus tard un peu sur la notion de mégawatts, gigawatts, etc. En 2025, donc 1 gigawatt pour objectif. On est 156 collaborateurs en France
pour 70 millions de chiffre d'affaires l'an dernier. On a été également lauréat de grande batterie de stockage, la plus grande batterie de stockage en Europe. Et fait important, on est numéro 1 des appels d'offres toiture depuis 2017. Amarenco est aussi un village global, dans le sens où voilà, les grands changements se font d'actions locales et ciblées. Donc on est présent dans plus d'une vingtaine de pays, avec certains hubs localisés donc à Cork en France, donc avec la Gravelion, mais aussi à Porto au Dubaï et Singapour. On a actuellement des assets en exploitation en Thaïlande, Égypte, Espagne et France, et les dom-toms. Quelques chiffres clés pour pousser la présentation. En tout, on est un peu plus de 200 collaborateurs chez Amarenco. On réalise donc entre 500 MW et 1 giga par an, avec un investissement donc d'entre 500 millions et 1 milliard par an. Et on a aujourd'hui plus de 2000 infrastructures solaires en exploitation. 500 d'entre elles sont des ouvrages agricoles, protégeant les cultures. Voilà, on est leader européen de l'agrivoltaïsme. Et on a 10 gigawatts de projets en cours. Et comme je vous le disais, donc lauréat de batterie et numéro 1 en appel d'offres toiture. Pourquoi Amarenco est un partenaire intéressant? C'est parce qu'on a su s'implémenter sur toute la chaîne de valeur de projet, à savoir de la conception et du développement jusqu'à l'exploitation et la maintenance, donc vraiment de la phase initiale à l'exploitation pendant une vingtaine d'années des centrales une fois qu'elles sont réalisées, tout en passant par les phases donc intermédiaires qui sont le financement et la construction. Du coup, nous avons beaucoup de partenaires divers et variés. Vous avez un échantillonnage ici, donc des agriculteurs, mais aussi des investisseurs privés, des fournisseurs d'électricité, des organismes publics. Je suppose qu'on a un beau panel parmi les auditeurs aujourd'hui qui tombent dans chacune de ces cases-là. Sociétés industrielles et commerciales, propriétaires donc de centrales également, opérateurs de réseau bien sûr, prescripteurs, institutions financières et d'autres développeurs de projets. Ce que nous proposons à tous ces acteurs, ce sont divers produits, donc des ombrières de parking, aussi des bâtiments de loisirs. Nos racines sont dans les bâtiments agricoles, c'est comme ça qu'on a commencé et c'est là-dessus dont on est le plus à l'aise sur le marché pour le moment, en tout cas, du moins en France. Centrale au sol, recouverture de toiture avec une spécialité de désamiantage. Des centrales flottantes. On est aussi investi donc dans les batteries, comme je l'ai dit, la mobilité, mais également, et c'est le sujet qu'on développera plus tard, les serres, les abris de culture. Et on a aussi une implication dans la production d'hydrogène. Donc, moi, ma partie en tant que directeur des gestions des actifs, c'est une fois que les centrales sont en exploitation, tout ce qui est asset management, monitoring et maintenance. Je vais détailler un petit peu les tâches et l'implication du digital dans tout ça. Tout d'abord, en exploitation, on a aujourd'hui plus de 70 sociétés qu'on appelle SPV pour 2000 points de connexion, comme je le disais. Et vous pouvez voir donc sur le graphe tout en haut à droite que la moitié de cette puissance en fait est représentée par des toitures rooftop et des serres greenhouse. Et sachant que la plupart de nos rooftops sont des hangars agricoles. Donc il y a déjà une vraie symbiose entre les projets agricoles et les projets photovoltaïques que nous portons. En bas à droite, c'est la petite carte avec où nous sommes, où nos assets sont situés dans le monde. Les missions donc d'asset management qui est composée en deux volets. Donc l'exploitation et la maintenance, il y a la partie technique et la partie financière. On a besoin d'outils structurants qui sont basiques à toutes les entreprises. Je disais une GED, des ERP, etc. Mais on a aussi plein d'outils un petit peu plus métiers qui sont là pour nous faciliter le quotidien parce qu'on a 2000 centrales, donc c'est énormément de centrales, ça veut dire 2000 index de production chaque mois à recevoir, à traiter, à automatiser, etc. La partie technique, elle se concentre sur l'analyse
et le diagnostic, donc des sous-performances des centrales, à savoir que ces 2000 centrales nous envoient des données toutes les 10 minutes. Donc, ça fait énormément de données par jour, par mois, par an, à traiter, à analyser et à sortir des conclusions. Proposition d'optimisation technique. Avec ces données, on fait donc des rapports aux investisseurs. Calcul de suivi des indicateurs, je vous mettrai des exemples un peu plus tard. Et c'est aussi eux qui font le pilotage des intervenants extérieurs et pour toutes les tâches qu'il y a à faire sur les centrales. Traitement des données pour la facturation. Voilà, en effet, chaque centrale produit de l'électricité, donc il y a des relevés de compteurs, il faut en faire des factures, etc. Et gestion des sinistres. La partie asset management commercial, elle s'occupe de la gestion des sociétés, donc administratif, fiscal. Donc là aussi, on parle d'outils intrinsèques à tout ce qui est la comptabilité, la gestion de tâches, gestion des relations avec les services externes, réalisation de suivi de budget, rapport aussi financier, gestion avec les banques. Donc voilà, c'est un métier qui est très divers, qui touche à plein d'aspects pour lesquels nous avons des solutions standards de marché en ce qui concerne les outils, mais aussi nous-mêmes, nous essayons de nous tailler des outils sur mesure pour nous aider dans toutes ces tâches. On a bien sûr tout le volet maintenance, préventive et curative, où là, on est dans... Les outils utilisés sont plutôt standards, qui sont des GMAO pour la gestion des plannings de maintenance, visite de maintenance, donc les rapports à faire sur site, la gestion des stocks. On a également une autre plateforme de monitoring, parce que les centrales fonctionnent 7 jours sur 7, les week-ends compris. Donc, il nous faut une supervision 7 jours sur 7, avec une gestion des alarmes à distance, voilà, pour lancer les interventions quand c'est nécessaire, avec nos obligations contractuelles qui sont un taux de disponibilité des centrales. C'est-à-dire que les centrales doivent être disponibles plus de 99% du temps. Sinon, nous avons des pénalités. Donc, il faut un suivi très, très proche de tout ce qui se passe sur site. Un exemple de rapport de ce que nous faisons de ces données. Donc, c'est des données qui ont été anonymisées, hein, c'est juste pour l'exemple. Mais voilà, nous avons donc des indicateurs techniques, des indicateurs financiers, donc la production, relevée de compteurs, mais aussi l'irradiation qui concerne l'ensoleillement, donc la quantité de soleil qui arrive sur les panneaux photovoltaïques, pour voir le ratio de performance, qui est un calcul principalement fait avec ces deux données précédentes, et la disponibilité de la centrale. Les indicateurs financiers, eux, sont donc les revenus, les OPEX et les EBITDA, mais on en a, ça c'est les indicateurs de reporting, on en a bien sûr une multitude d'autres qui nous servent au pilotage des centrales. Voilà, avec cela, donc c'est un exemple de ce que l'on peut faire de toutes ces données. Par exemple, on peut voir le système performance en bas à gauche en fonction de l'irradiation, la disponibilité, est-ce que la centrale a bien performé ou pas. Donc, on a développé une réelle expertise sur le suivi des données qui sont liées à la production et à l'ensoleillement. On est déjà implanté aussi de par le passé donc d'Amarenco dans toute la filière agricole avec les hangars agricoles. On a aussi pas mal de serres en exploitation. Et on est en train de se poser la question donc, de développer une nouvelle expertise en ce qui concerne la gestion des données agricoles également. Donc voilà, j'espère avoir pas trop pris trop de temps. Je vais laisser maintenant la parole à notre expert agri-solaire chez Amarenco. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et il va reprendre là où j'arrête. Alors, Richard, tu as le micro coupé. Je te laisse le rallumer. Oui, c'est bon. Donc, je vais partager mon écran également. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc voilà, donc par rapport à l'agri solaire, donc effectivement,
Juste pour resituer dans le contexte, on est en général, aujourd'hui, on est dans une période de changement climatique et donc, que ce soit le monde agricole ou même le monde du photovoltaïque, on dépend de cette contrainte-là et en plus spécifiquement en France, on a aussi, au niveau national, la limitation de l'artificialisation des surfaces agricoles. Donc, effectivement, l'agri-solaire qui, en fait, vient combiner une production d'énergie et une production agricole sur le même espace répond pas mal à cette problématique. Donc, au niveau Amarenco, Antoine l'a déjà dit, on avait pas mal d'expérience sur la partie bâtiment. On est un des leaders au niveau de l'agri-solaire et d'ailleurs, Amarenco préside un groupe de travail qui s'appelle Solar Power Europe, qui est un consortium de plusieurs acteurs, une trentaine de partenaires européens qui justement réfléchissent sur toutes ces problématiques de l'agri-PV. Donc, il y a déjà des structures existantes, mais jusqu'à présent, il y avait peu de suivi. Et depuis qu'il y a eu ce consortium de mise en place, on commence à regarder quels ont été les succès, les échecs de ces types de projets afin de les mettre plus en adéquation avec les politiques nationales, locales et les attentes sociétales également. Donc, là, vous voyez, vous avez les différents partenaires, donc ça va de producteurs d'énergie, producteurs de panneaux, fournisseurs d'énergie, tout le panel d'acteurs qui tournent autour de l'énergie solaire. Voilà, donc en 2020, ce consortium a édité un guide de bonne pratique, donc très simplement pour établir différentes règles et classer, noter, si on peut dire, les projets agrivoltaïques, voir si on n'avait pas de projet alibi comme on a pu avoir par le passé, où on se retrouvait avec des serres vides ou des outils inefficaces. Voilà, donc cet outil tourne autour du concept d'agriculture durable. Donc, l'agriculture durable, on a 4 grands thèmes, c'est définir le projet agricole, c'est-à-dire partir d'un projet agricole et y adapter la structure photovoltaïque qui convient, évaluer l'impact environnemental du système, évaluer aussi les impacts socio-économiques de ce système et prévoir l'évaluation des performances tout au long du cycle de vie, puisqu'on a deux productions qui cohabitent. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du guide qui fait un certain nombre de pages, mais pour faire simple, voilà, on a 2 axes, la synergie production agricole et production d'énergie, et ensuite la durabilité économique et environnementale, et en fonction de ça, bon là c'est très simplifié, mais globalement on y attribue un certain scoring sous forme d'étoiles sur le schéma pour que ce soit plus visuel, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, au niveau Amarenco, ce que je disais tout à l'heure, effectivement présent dans le monde agricole depuis très longtemps. La première synergie entre de l'agriculture et de la production d'électricité s'est faite sur les bâtiments. C'est ce qui est relativement facile à faire puisqu'on a en toiture de la production d'électricité et sous la toiture différentes activités agricoles qui peuvent être du stockage de fourrage, stockage de matériel, de l'élevage, ou alors, vous avez différents exemples. Là, je parlais plus pour la France, mais après, effectivement, on peut avoir aussi des usines, des usines pour du dessalement d'eau. Donc ça, c'est plutôt la partie agri-solaire historique qui est relativement simple, où on combine en fait 2 activités. Sur l'agri-PV, donc l'agri-PV, c'est un petit peu plus complexe comme concept, puisque là, il faut qu'on optimise le partage de la lumière entre de la production d'électricité et de la production agricole. Pour faire simple, on essaye d'intégrer au mieux les 2 activités pour qu'à la fois on ait une production électrique, production d'énergie intéressante pour nous en tant que producteurs d'énergie et que l'agriculteur puisse effectivement produire sa culture sans être limité par un ombrage trop important. Donc, il y a ce partage de la lumière qui est important et qui nécessite différentes adaptations.
Donc, les projets, donc, on retrouve différentes cultures, des cultures de petits fruits, donc on va le retrouver tout à l'heure, de la viticulture, de l'arboriculture, des domaines un peu plus récents, et ensuite des serres, donc pour de l'arboriculture, du maraîchage, des cultures classiques qu'on retrouve sous serre. Et ensuite, on a donc des centrales au sol où on va essayer de vraiment y apporter une agriculture réel, c'est-à-dire du pâturage, mais où on va attendre des réels résultats zootechniques. Ce n'est pas juste de l'entretien de pâturage. Voilà, donc sur les différentes serres Amarenco, serres historiques et qui étaient proposées, qui le sont encore et qui sont encore proposées, mais il y a des évolutions au niveau des structures, comme on verra tout à l'heure. Les premières serres qui sont aujourd'hui en fonctionnement depuis plusieurs années, on avait 3 grands types de serres, donc des serres monopentes et monoculture, c'est-à-dire comme on peut le voir sur la première photo, on a un certain nombre de serres et on va avoir une culture par serre. Ça, c'était plutôt ce qui se faisait avant, ce n'est pas forcément ce qui se fait maintenant, mais c'est ce qui se faisait précédemment. Donc, on avait la première serre à damier, donc comme vous pouvez le voir, c'est très explicite, hein, on a en gros un carreau sur 3, un panneau sur 3 qui est composé de plaques de verre agricole, et où on avait 13% de lumière directe dans ce type de serre. Ensuite, une autre serre qui était toujours monopente, dite plein soleil, puisqu'on avait une partie vraiment beaucoup plus éclairée, et la partie haute de la serre ne l'était pas, mais étant donné qu'on a un effet, le soleil tourne dans la journée, on a très peu d'ombre qui est apportée par cette partie haute de la serre. Donc là, 19% de lumière directe, et enfin la serre monopente, monochapelle, avec des panneaux plus ou moins transparents. Donc là, on le voit sur la photo, on a plus ou moins de lumière. Là, on est sur une photo avec des verres à 17% de transparence. Donc, équipé de panneaux sur la partie sud et sans panneaux, donc verre agricole sur la partie nord. Donc là, on avait un petit peu plus de luminosité sur ce type de serre. Pour vous donner les résultats et vous montrer ce qui se fait sous ces serres, donc là, on est sous des serres à damier. Donc, serres à damier, on a plus particulièrement des cultures de petits fruits, framboises, cassis, mûres, groseilles. C'était les serres les moins lumineuses et les petits fruits s'y prêtent bien puisqu'on est sur des plantes de sous-bois et qui s'y adaptent sans problème. Ensuite, la serre qui était dite plein soleil, donc on voit que la serre est beaucoup plus lumineuse. La serre est beaucoup plus lumineuse et là, vous avez typiquement, donc là, c'est des sucrines. Et la salade demande pas mal de lumière, donc on voit que ça pousse sans souci. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas cet ombrage de la partie haute qui vient gêner, qui gêne la luminosité. Et ensuite, troisième serre, donc serre bipente avec la face sud équipée de panneaux. Là, on a donc des asperges. Vous pouvez voir, il y a des asperges ici. Là, c'était des haricots, de la mâche et des poivrons. Et là, on commençait à avoir une évolution sur ce type de serre, puisque vous voyez, les panneaux sont beaucoup plus transparents. Là, on avait en fait des panneaux qu'on appelle panneaux bivers. D'habitude, on a une plaque, pour faire simple, une plaque en matière plastique qui venait sous le panneau, donc qui la rendait complètement opaque. Et là, on avait déjà une première évolution des panneaux où on a une plaque de verre, ce qui fait que déjà, d'entrée, les panneaux sont plus lumineux qu'auparavant. Donc ça, c'était toutes les serres qu'on avait, qui étaient existantes. On a donc des retours d'expérience puisqu'on voit que ça pousse. On a eu un suivi qui a été fait pendant plusieurs années, mais on avait des résultats plutôt de retour d'expérience d'agriculteurs empiriques où on avait des photos, des rendements à l'appui. Donc, on essaye de faire évoluer nos serres. Aujourd'hui, sur les nouvelles serres en cours, on a toujours les anciennes au catalogue et là, on a des nouvelles générations de structures. Donc là, c'est des abris de culture. Donc là, ce ne sont plus des serres. La partie que vous voyez en vert, ce sont des filets anti-grêle ou filets anti-insectes. Donc là, qui s'adaptent davantage à de l'arboriculture et qui laissent passer beaucoup plus de lumière puisqu'on a sur les filets apportent maximum 8 à 10% d'ombrage. Donc, sous ce type d'installation, on a entre 55 et 70% de lumière directe. Donc, beaucoup plus adapté à l'arboriculture, par exemple les pommiers, où il faut beaucoup plus de lumière, surtout en période de pollinisation.
Le même type de structure au centre, c'est une structure, c'est juste l'orientation. Et vous avez une orientation sud sur la première structure, donc, et là une orientation est-ouest. Donc on a sur les deux pentes, on retrouve des panneaux. Même type de luminosité. L'écartement donc sur cette structure est peut-être un peu moins important, puisque comme je vous ai indiqué, on peut avoir de 5 à 8 mètres d'écartement. Donc c'est pour ça, d'où le 50 à 70% de luminosité. Et ensuite, au niveau des serres, une évolution, on était en serre symétrique, multi-chapelle. Je ne vous les ai pas présentées, mais on a eu cette étape-là, c'est-à-dire des panneaux uniquement sur le pan sud et une couverture qui était symétrique. Là, on passe sur des serres multi-chapelles asymétriques avec toute la partie nord vitrée, donc lumière directe, et toute la partie sud, comme on peut le voir ici. On a des panneaux sur une partie et une partie verte sur le volet sud, ce qui permet d'avoir jusqu'à 55% de luminosité et qui permet de toutes les productions maraîchères qu'on retrouve classiquement, et donc des serres où on va avoir plusieurs cultures et non plus de la monoculture comme on pouvait retrouver sur la majorité de nos premières serres. Voilà. Richard, Oui. du coup, je me permets une petite question, comme Oui. Mathilde nous y autorise. Sur les serres que tu présentes là, on n'est pas sur la logique d'ombrière pilotée en fonction Non. des conditions agroclimatiques, que ce soit par pivot ou coulissement. Là, on est vraiment sur une serre a priori fixe. Oui, le choix d'Amarenco a été de rester sur des structures fixes, donc que ce soit sur les serres. Alors sur les serres, et piloter le volet nord pour ouvrir et pour aérer et modifier l'hygrométrie. Mais les panneaux, ça reste fixe, ça on est d'accord. Sur la partie abri de culture, on peut aussi les utiliser, ces types de structures, pour faire des abris pour les volailles, pour faire des volières. Et là, effectivement, on est aussi parti sur des structures fixes, en ayant la crainte que sur 20 ans, 30 ans, puisque les structures sont là pour plusieurs années, on ait pas mal de problèmes de grippage des moteurs, des engrenages. Voilà. Donc, si jamais vous étiez parti sur quelque chose de plus piloté et plus complexe. C'est vraiment cette question de robustesse qui a prévalu au choix de… Oui, là, le choix a été fait de rester sur… Alors, on va le voir après, plutôt sur les panneaux, sur le type de panneau, sur quelle luminosité va passer. Et on est en train, les choses évoluent aussi, mais on teste en fait ces solutions mobiles. Mais pour le moment, on reste sur… on attend d'avoir un retour d'expérience assez conséquent, mais pour le moment, on est sur de la structure qui est fixe. Voilà. Donc, par exemple, sur les structures, ça c'était les nouvelles structures, sur les modules. Donc, vous avez à gauche un module standard, donc avec 6 rangées de cellules, donc qui est relativement opaque. C'est ce qu'on a vu sur les premières serres. On a quand même sur ce type de panneau, quand on est en bivaire, 17 luminosités. Sur le panneau de gauche, de droite plutôt, on a moins de cellules et les cellules sont plus écartées. Donc, la puissance, vous le voyez, elle passe de 370 watts crête à 234. On est moins puissant, mais on a beaucoup plus de luminosité. Sur ce type de panneau, on est à 34-35% de luminosité. Voilà, donc en fait, on travaille beaucoup en amont avec l'agriculteur au moment où on définit le projet, savoir quelles sont, surtout si c'est du maraîchage, quelles sont les cultures qu'il y a à mettre en place pour savoir quel type de panneau on peut lui proposer. On adapte, donc ça va jouer sur notre puissance, mais on adapte notre structure à la demande de l'agriculteur. Donc, il y a quand même pas mal de travail en amont avant d'arriver à la construction et pas mal de travail préparatoire sur ce type de structure-là. Et du coup, ce que j'en prends, c'est du coup moins de paramétrage, enfin plutôt moins de pilotage, beaucoup de paramétrage initial et moins de pilotage au cours de la vie de l'exploitation. Oui. L'idée, c'est que quand l'outil est en place, donc pour l'agriculteur et aussi pour nous, que ce soit, qu'on ait le moins de maintenance possible. Clairement, c'est ça. Voilà. Alors après, aujourd'hui, on travaille en collaboration là, sur un projet, sur un démonstrateur qui va faire 100 mètres carrés avec Insolite, qui, eux, réalisent des panneaux à module, j'ai mis à transparence variable. Pour faire simple, vous avez des panneaux qui sont 2 couches de verre, une couche où on a des cellules photovoltaïques, l'autre des lentilles, et cette couche de lentilles va glisser sur les lames de silicium pour produire de l'énergie ou sur les lames de verre si on veut qu'il y ait plus ou moins de transparence.
Donc là, effectivement, c'est motorisé. Et aujourd'hui, on a un panneau donc à transparence variable qui va aller de 15% de luminosité à 75%. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment, on est en étude, puisque c'est sur le site de Livrato-sur-Lot. On est en tout début, le démonstrateur est en train d'être monté. Donc, les choses vont peut-être évoluer. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Voilà, on est à l'état d'étude. Et donc, par rapport à toutes ces structures, donc je finis. Voilà, je me permettais de faire la gardienne du temps. Par rapport à toutes ces structures, on peut faire donc un suivi agronomique. Effectivement, on a des retours d'expérience, mais on veut faire un retour plus chiffré, donc avec la mise en place de capteurs à l'extérieur sur ces cultures témoins et à l'intérieur des serres, donc avec une remontée de données importante. Et effectivement, aujourd'hui, la partie asset management sait gère pas mal de quantité de données au niveau de l'ensoleillement. Nous, aujourd'hui, on est en train de mettre en place tout ça. On sait qu'on va avoir un volet conséquent de données. Et aujourd'hui, on cherche, effectivement, il faut qu'on en arrive à faire un lien entre ces deux bases de données, à la fois agricoles et à la fois de production d'énergie. Et effectivement, on est en plein dans un besoin du digital. Donc, on ouvre la question. Aujourd'hui, on est en besoin de structures qui pourraient nous aider à faire ce lien entre ces deux sources de données. Merci, Richard. C'était très clair, c'était super. Il y a une petite question dans le chat, à la limite, je te laisse y répondre directement. Oui. Comme ça, on peut laisser la parole à Julien de M-Cube. Oui. Voilà, si tu peux libérer l'écran, Richard. Okay. Et puis, il va nous parler d'un tout autre sujet qui est celui de la méthanisation. Julien, à toi la parole. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Je vais vous présenter la société M-Cube et puis la partie méthanisation dans le contexte agricole. Je vais également partager mon écran. Du coup, on reviendra sur les questions peut-être à la fin, ou vous voulez peut-être répondre aux questions dès maintenant? Je sais pas. Écoute, comme on t'a un peu grappillé du temps, je te propose de lancer ta présentation et puis on reprendra les questions à la fin. Allez, très bien. Il y a le chat pour y répondre en direct par nos précédents intervenants. C'est parfait. Donc, la société M-Cube. La société M-Cube est une start-up. Donc, elle est issue d'un projet de collaboration de R&D qui a été mené avec différents acteurs locaux en Occitanie, qui a été appuyé par différents organismes, l'Europe, la région Occitanie, le pôle de compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation, le pôle de compétitivité d'Herbie Énergie et l'école d'ingénieurs de Purfang. Donc, ce projet a été mené à son terme avec l'installation de pilotes sur 2 unités. Et aujourd'hui, nous sommes la société M-Cube, passons en société de façon à commercialiser la solution. Donc, je vais vous présenter la méthanisation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la méthanisation, c'est à partir des matières organiques présentes sur les exploitations agricoles, donc souvent les lisiers, les fumiers. Nous allons procéder à il se produit une dégradation de la matière et cette dégradation entraîne une production de biogaz. Ce biogaz peut être traité de façon à l'exploiter. Et à partir de là, on peut soit produire de l'électricité et de la chaleur, ce qu'on appelle la cogénération. On peut traiter le gaz pour l'épurer de façon à pouvoir l'injecter dans le réseau de gaz. Ou alors une distribution directe via de l'alimentation de machines agricoles en remplacement du gasoil.
À l'issue de la dégradation de la matière, on obtient un digestat. Ce digestat, il est épandu sur les champs de la même manière que l'on épand du lisier classiquement ou du fumier. La méthanisation est un processus naturel qui existe déjà et on ne fait que venir capter le biogaz produit par cette matière organique et améliorer la condition de vie des bactéries de façon à ce qu'on puisse produire plus de biogaz que naturellement. La méthanisation, on peut la prendre par différentes stratégies. Donc, il y a la partie méthanisation territoriale, souvent des projets au-dessus de 500 kW électriques. Là, on a besoin de grands gisements de matière, donc souvent plus de 100 000 tonnes de matière par an. Des projets qui sont du coup adossés à une activité industrielle et des projets qui sont plutôt territoriaux, de façon à avoir des collectes assez larges de matière entrante. Ensuite, il y a une deuxième stratégie qui consiste à dire on reste sur de la petite méthanisation. Donc, ce qu'on appelle la petite méthanisation, c'est plutôt des puissances entre 80 et 500 kW électriques. Là, on va se trouver plutôt sur des collectifs d'agriculteurs, des agriculteurs qui vont se regrouper, qui sont dans le même lieu et qui vont créer ensemble un méthaniseur et apporter chacun leur lisier à ce méthaniseur. Nous avons fait le choix de la troisième solution, de la micro-méthanisation, qui se situe en dessous de 80 kW électriques et qui a pour plutôt comme objectif de rester sur l'exploitation agricole et d'utiliser les intrants présents sur l'exploitation. Ce choix, il a été fait après l'étude des existants et notamment les contraintes qu'imposent les autres solutions, c'est-à-dire souvent les transports nombreux qui vont amener des déchets sur les méthaniseurs et qui donnent des nuisances supplémentaires à tous les riverains. La microméthanisation, au contraire, va apporter des avantages non seulement sur la partie exploitation agricole, mais aussi pour les riverains. Il faut savoir que on va avoir un gain en biosécurité, puisque le fait de méthaniser va dégrader la matière et supprimer certaines problématiques qui peuvent se poser sur l'épandage après en fin de production. Donc, on a une partie biosécurité, une partie revenu, puisqu'il y a un retour de revenus à l'agriculteur, l'environnement, puisqu'on va capter le gaz qui est produit naturellement, au lieu de le laisser partir à l'atmosphère, on va le récupérer et l'utiliser. Il faut savoir que le méthane est 25 fois plus nocif pour l'atmosphère que le CO2. Donc, on a quand même un enjeu important à venir capter ce méthane et à venir l'exploiter. Et on fait partie des ENR. Les avantages donc, et les objectifs du projet, donc apporter un complément de revenus aux exploitations en produisant de l'énergie et en ayant un revenu supplémentaire pour les exploitants. Limiter le trafic routier, donc ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. En fait, à partir du moment où on va s'installer sur une exploitation, aucune matière va être déplacée d'exploitation. Ça veut dire qu'on ne va pas venir apporter des matières de type lisier ou fumier sur une zone, on va venir les traiter simplement. Il faut savoir que la méthanisation permet d'enlever les odeurs des lisiers, des fumiers, et donc apporter un bien-être aussi aux riverains, ce qui est très important parce que lors de l'épandage des lisiers, cela apporte beaucoup de mauvaises odeurs, alors que quand on va épandre un digestat, c'est un lisier qui a été méthanisé, on va supprimer les odeurs et les riverains n'auront pas de nuisances.
Donc, optimiser la production, donc maximiser le potentiel méthanogène des effluents. Donc, ça, c'est l'objectif du système que l'on installe et assainir les lisiers sur le site. Sécuriser l'exploitation en simplifiant la recette. Donc, ça, c'est tout simplement éviter la diversification des intrants et valoriser les coproduits qui sont sur place. Donc là, comme je vous l'ai dit, le but du projet, c'est vraiment de s'installer sur une exploitation et exploiter le gisement présent sur l'exploitation. Et ensuite, le dernier point, c'est répondre aux attentes sociétales, donc optimiser le bilan environnemental de la méta et améliorer le bien-être animal. Là, je vous ai mis un petit modèle type sur une exploitation, donc par exemple du lisier de canard, du bovin, du porcin. Donc à partir de 1000 m3 par an et un complément végétal issu de sourcing maîtrisé. Donc ça, on obtient un chiffre d'affaires d'environ 60 à 65 000 euros par an. Donc on est vraiment sur des petites unités avec de la micro-méthanisation. Donc le gisement est voilà, le gisement français donc, est assez important sur cette partie microméthanisation, puisqu'à aujourd'hui, il y a environ 70 000 exploitations qui ont des fosses à lisier qui sont non couvertes et qui permettraient d'atteindre ces objectifs-là. Nous sommes partis, comme je l'ai dit tout à l'heure, de constats des projets méthanisation qui étaient déjà existants. Et donc, les écueils et les échecs de chaque projet ont été étudiés. Donc, les problématiques qui ont été relevées sont la rentabilité, avec des capex importantes et pas d'effet d'échelle, puisque aujourd'hui, les méthaniseurs qui étaient faits jusqu'à maintenant étaient vraiment propres à chaque installation. Une fiabilité qui était des fois un peu problématique, et la complexité du fait d'avoir une course aux intrants. Le fait d'avoir des projets territoriaux impose de sécuriser les intrants sur une durée d'exploitation, donc souvent aux alentours de 20 ans. Bien malin qui peut savoir qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans ou 15 ans sur les intrants. Et aujourd'hui, on est confronté à des gros méthaniseurs qui ont été installés dans les pays nordiques qui viennent chercher des intrants jusque chez nous, voire en Espagne. Donc, ça veut dire qu'on a des camions qui partent aujourd'hui de chez nous, qui vont amener de la matière type fumier ou lisier au Danemark, en Hollande ou en nord de l'Allemagne. Au final, le bilan écologique, il est complètement mauvais du fait de ces transports et du fait du manque d'intrants locaux. Et la deuxième problématique, c'est que ça fait monter les prix des intrants et du coup, on n'a plus une maîtrise et on tombe dans un problème de rentabilité des méthaniseurs qui se font une course aux intrants et qui font monter les prix de tous ces intrants. Pour répondre à ces écueils, nous avons choisi de développer une solution qui est avec un objectif de production en série, de standardisation des systèmes, en intégrant directement des modules. Donc, on a conçu le système de façon à avoir plusieurs modules qui puissent être installés ou pas en fonction des exploitations, mais qui sont toujours les mêmes. Avec le deuxième point, développer une sérénité, un service clé en main, avec une supervision à distance et des remontées d'informations qui permettent de détecter les problématiques en avance de phase et d'intervenir si besoin sur site ou d'intervenir à distance. Et ensuite, la simplification avec justement la partie importante, c'est un gisement qui est présent sur l'exploitation. À partir de là, la maîtrise du gisement, elle est totale. Pas de transport matière et le modèle économique qui est innovant, je vais l'expliquer par la suite. En résumé, on a simplifié le système. Donc,
Aujourd'hui, une unité de méthanisation territoriale a plutôt un aspect usine. Et notre système se résume à un cube de 2 mètres par 2 mètres et 2 mètres de haut et une bâche qui vient couvrir la fosse à lisier, une bâche flottante. Je vais vous montrer ensuite le projet. Qui nous permet de réduire fortement les temps d'installation. Donc aujourd'hui, on est sur 1 à 2 semaines pour installer le système sur une exploitation. Et une unité qui peut être produite en série. Le plus long dans le processus, c'est de faire toute la partie administrative et les parties signature de contrat pour revendre l'électricité. Donc, un projet au global va à peu près être étalé sur 12 à 13 mois. Donc, les objectifs, donc performance, production de biogaz, production d'électricité et quantité conforme. Les effets sanitaires, donc le digestat qui est inodore, ça c'est très important pour la partie exploitant agricole. Des quantités de lisier qui peuvent être adaptées à l'exploitation agricole. Et tout ça permis par une industrialisation avec la standardisation et un impact agricole qui va procurer de la sérénité d'exploitation, de la rentabilité et une gestion des effluents. Donc là, j'ai fait une petite slide parce qu'en fait, souvent sur le projet, quand on a développé notre système, on nous a dit votre système, il coche toutes les cases. Donc, on a fait une petite slide en marquant voilà, les différentes cases cochées. Bon, je vais passer assez rapidement puisqu'on a déjà évoqué les différents points. Mais voilà, donc une activité qui n'affecte pas le site et les environs, une création d'activités industrielles en France et en Occitanie notamment, des revenus et une sérénité pour l'agriculteur puisque la société M-Cube prend en charge tout l'exploitation du système complète et la maintenance. Des retombées positives pour la partie agriculteur avec une qualité fertilisante du digestat. Donc ça, on a fait des études avec l'école d'ingénieurs de Purpan qui ont prouvé la qualité fertilisante du digestat et l'utilisation un petit peu à la place des engrais du digestat. Et un épandage inodore. Julien, peut-être que tu peux insister sur les notions de pilotage justement de ce type de structure. J'y viens juste après, oui. Pour le coup, ce n'est pas juste plug and play, il y a quand même quelques dimensions de pilotage et de paramétrage des infrastructures. Tout à fait, tout à fait. Du coup, je présente assez rapidement voilà, le système, une exploitation agricole type donc, sur laquelle on s'est installé. Donc, on a un bâtiment d'élevage. Donc, ici, on est sur une exploitation de canard gras. Un bâtiment d'élevage de canards. On a la fosse à lisier qui était existante sur laquelle on est venu mettre une couverture flottante qui vient récupérer le gaz. Un système qu'on appelle la M-Cube Box, le Cube Process, dans lequel se situe une partie du traitement du gaz et également tout ce qui est pilotage à distance, donc automatisation, etc. Une incorporation de matière, donc sur ce site-là, on a à disponibilité des matières, des issues de silos. Donc l'agriculteur va mettre des issues de silos dans cette trémie qui va être pilotée pour injecter petit à petit ces issues de silos. Et un moteur de cogénération qui est ici, la partie en vert, qui permet de créer à la fois de l'électricité et de la chaleur. Donc la chaleur, on s'en sert pour une partie pour le process et une partie pour pouvoir chauffer des exploitations, utiliser la chaleur sur l'exploitation. Ici, on voit des châssis importants, c'est parce qu'en fait, on est sur une zone inondable. Donc, on a dû surélever le système, mais
le système est composé uniquement des 2 cubes verts et de cette partie trémie. Donc, on ajoute 3 cubes plus une couverture de fosse qui vient être posée sur la fosse existante. Tout ce système, il est piloté à distance. Donc, tout à l'heure, je disais du plug and play. Donc, on a des cubes qui sont assemblés en fonction des exploitations, en fonction du besoin de l'exploitation. On met plus ou moins de cubes. Et tous ces cubes sont pilotés à distance par un automate et une supervision qui nous permet d'avoir des remontées de données et de piloter tout le système. Là, bon, je vous ai mis un extrait de la vision de la supervision qui nous permet de lire en permanence les analyses de gaz, les hauteurs de niveau, le fonctionnement ou pas du moteur, les productions en temps réel et les ajouts de matière, etc. Et on a une caméra sur site qui permet de voir en temps réel la bâche et son comportement au fil du temps. Donc, la supervision est faite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien sûr. On a des remontées d'alarme qui permettent de générer, durant les week-ends, par exemple, ou les nuits, des alertes si besoin d'intervention rapide. Tout ça est géré à distance par la société M-Cube. L'agriculteur n'a pas besoin d'intervenir sur le système. Le fait d'avoir cette supervision nous permet aussi de gérer tout ce qui est les maintenances préventives ou curatives, si besoin. La sécurité est également au cœur du système, et donc il y a toute une prise en charge de l'automate en cas de problématiques qui puissent apparaître. Par exemple, voilà, on analyse la météo avec les vents violents, etc. Donc, en cas vraiment de tempête, il y a une procédure qui se met en place automatiquement et qui permet de sécuriser tout le système pour ne pas avoir de problématiques par la suite. J'en viens pour finir aux différentes étapes du projet. Donc, le projet se décompose en plusieurs étapes qui durent, ce que je vous disais tout à l'heure, environ 12 ou 13 mois, entre la préétude, l'établissement de l'offre, la signature du contrat, les aides aux démarches administratives, la modification des ICPE, l'agrément sanitaire, les permis de construire. Donc, normalement, il n'y a pas de permis de construire avec notre système, sauf en cas de zone inondable où il faut faire quand même des autorisations particulière. L'établissement des demandes de raccordement, donc c'est ce qui prend quand même le plus de temps dans le process. Après réception des contrats, donc on lance la production, la fourniture, installation d'ensemble, à la mise en route et au pilotage de l'unité. Voilà, donc j'ai fini ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si on passe plutôt sur... Alors, du coup, merci Juliette déjà pour cette présentation. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors, si, on a une question. Comment un agriculteur finance une telle installation? Est-ce que tu as une réponse, Julien? Alors, on a 2 modèles de financement. On a une société d'investissement qui investit à la place de l'agriculteur et qui est un organisme, une société qui a été créée par des coopératives agricoles et qui vient investir sur site agriculteur avec un contrat en direct avec l'agriculteur pour avoir une location de la parcelle et un contrat qui permet de sécuriser les intrants sur la durée de l'exploitation du méthaniseur. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est un investissement
direct par l'agriculteur qui a la main sur toute son installation. Pour donner un ordre d'idée, une installation de type, comme je viens de la présenter, c'est aux alentours de 300 000 € d'investissement. OK. J'espère avoir répondu à la question. Je pense, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est plus un commentaire que j'ai réagi là, j'ai partagé un petit commentaire à Richard en réaction à une question posée par S. Mollis, où je me disais qu'il comparait la situation de panneaux photovoltaïques à la situation d'agri-PV. Et en fait, je me disais que le raisonnement, il est plutôt de comparer une situation de production agricole seule par rapport à une production agricole avec panneaux photovoltaïques, où là, du coup, effectivement, on produit en plus de l'énergie en essayant de ne pas impacter la production agricole, plutôt que de vouloir comparer agri-PV versus PV tout court, où là, bien évidemment, la production énergétique sera plus forte, mais il n'y aura pas de production agricole associée. Oui, aujourd'hui, c'est la synergie, quoi. C'est que si on optimise la production photovoltaïque, on ne fait rien pousser dessous, donc on va tomber dans les projets alibi et c'est surtout pas ce à quoi on veut arriver, quoi. C'est vraiment la synergie. Donc effectivement, nous, en tant que producteurs d'énergie, on est loin d'être à l'optimum, quoi. L'idée, c'est que vraiment on part du projet agricole et on adapte notre structure à ce projet agricole. Donc effectivement, nous, derrière, quand on fait des comparaisons, entre le photovoltaïque, l'agri-PV et le plein champ seul. La différence, c'est que quand vous avez une structure photovoltaïque, je disais tout à l'heure, filet anti-grêle, ce n'est pas anodin, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on va avoir une régularité de production. On est moins soumis aux aléas climatiques, que ce soit grêle, pluie violente, coups de chaud. Voilà. L'idée du photovoltaïque, c'est on partage la lumière et on assure une régularité de la production. Aujourd'hui, équiper un verger de filets anti-grêle, ça va tourner aux alentours de 15 000 € l'hectare. Donc, en gros, on lui assure la protection. Cette protection est financée par le producteur d'énergie. Et effectivement, on assure une régularité de production sur les vergers, quoi. Aujourd'hui, quand on prend la grêle, que ce soit sur l'Occitanie ou l'Aquitaine, on est quand même des zones très grillifères, quoi. Merci Richard. Et y a-t-il, je crois, deux autres questions Oui. Il y avait une question pour Julien, du coup. Quel est le temps de retour moyen d'une unité M3? Alors, en moyenne, on est sur 8 à 10 ans. Très bien. Et c'est toujours S. Mollis qui a posé une question à la suite du sujet de financement d'installation. L'agriculteur devra donc fournir un certain niveau d'électricité. Si ce niveau n'est pas fourni, car il n'a pas assez d'intrants, d'où proviendront les intrants? Alors, si le gisement n'est pas suffisant sur l'exploitation, donc soit on n'installe pas sur cette exploitation, ou soit on arrive à trouver un gisement mais qui est sûr, proche, mais pas un gisement de transport de lisier ou de fumier, quoi. C'est un gisement qui va, par exemple, être un issu de silo avec une coopérative qui est juste à côté ou quelque chose comme ça. Voilà. Les issues de silo, c'est un terme issu, c'est en gros c'est les déchets, les coproduits, les poussières. C'est ça, c'est les poussières qui sont… les grains qui peuvent pas être valorisés. Exactement, pardon. Et qui contiennent un contenu énergétique suffisant pour alimenter des méthaniseurs. Tout à fait. OK. Merci. Et on a une dernière question, plutôt pour Richard, je pense. Quel type de structure vous utilisez pour l'agrivoltaïsme d'élevage? Alors, pour l'élevage, mais du classique, hein, c'est du bâtiment. Quand on parle d'élevage, on va partir déjà des bâtiments, donc ça, ce qu'on rencontre très couramment.
Là, depuis peu, on réfléchit aussi, enfin on réfléchit, non, on a même un projet qui est en cours sur les jardins d'hiver, c'est-à-dire c'est des sortes d'appentis le long qui font 3 mètres, à peu près 3 mètres de large, le long des bâtiments volailles. Donc là, qui sont équipés, c'est les vrais jardins d'hiver, c'est des filets, enfin, on a un accès à l'extérieur protégé par des filets. Donc là, on met une toiture en photovoltaïque, un bardage filet tout autour des bâtiments. C'est ce qu'on appelle le jardin d'hiver sur certaines productions de volailles. Et ensuite, des ombrières sur les parcours volailles. Quand on est en production labellisée ou agriculture biologique, on a sur les volailles de chair et volailles pondeuses, on a un minimum de 4 mètres carrés par volaille. Donc, on va planter des ombrières au sein du parcours pour que ça forme un abri sous lesquels vont se positionner les volailles. Ça, c'est ce qui existe. Voilà les structures élevage typiquement utilisées pour l'élevage qu'on peut utiliser. J'ai déjà vu, moi, des poules pondeuses sous serre, sous des structures serre. Ce n'était pas prévu comme ça à la base, mais bon, c'est l'agriculteur qui a revu son projet. Mais typiquement, c'est des bâtiments et voilà, des volières, des ombrières. Et petite parenthèse aussi, il arrive d'avoir des moutons sur les centrales au sol. On a quelques-unes, ça marche très très bien. Voilà, ils se protègent du soleil et ils broutent le reste du champ. Donc on a des partenariats aussi avec des bergers pour les moutons. Seulement les moutons, les chèvres, les vaches, tout ça, on ne prend pas, mais les moutons, ça marche très bien. Ok. Il faut prendre des moutons à pattes courtes pour éviter qu'ils grimpent sur les panneaux. C'est la raison pour laquelle on ne prend pas les chèvres, mais, mais les moutons, ça marche. En fait, il y a une hauteur minimum de panneau en dessous de laquelle il faut éviter pour pas qu'ils se frottent trop le dos contre. Mais voilà, 80 cm, 1 mètre, il n'y aura pas de problème avec les moutons. Bien, je crois qu'on n'a plus de questions et qu'il est temps de se quitter. Donc, je tiens particulièrement à remercier Julien, Antoine et Richard pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Pierre, merci aussi beaucoup, puisque c'est grâce à toi qu'on a pu rentrer en contact avec nos 3 intervenants du jour. Vous retrouverez, vous avez vu que ce format a été enregistré, donc vous retrouverez le replay sur le site digital-is-futur.digital113.fr très rapidement, d'ici la semaine prochaine, si vous voulez le regarder à nouveau. Et puis, je vous donne rendez-vous sur un prochain événement de Digital is Futur qui va arriver dès jeudi, puisqu'à Montpellier, nous avons une conférence sur la transition énergétique et les outils numériques. Donc, si ça vous intéresse et que vous êtes sur Montpellier, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une très, très bonne journée.